Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Bienvenue, chers auditeurs de Psycho Perso, pour une nouvelle émission qui fait du bien. Et ce soir, je reçois Anne Taupeneau, qui a créé la Speaking Academy. Alors, Speaking Academy, tu vas nous en dire plus, chère Anne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonsoir, mais avec plaisir. La Speaking Academy, c'est le contraire de la Glossophobie Academy. Est-ce que ça te parle ? Glossophobie, c'est la peur de se mettre trop de gloss sur les lèvres ? Pas mal, mais non. La glossophobie, c'est la peur numéro 1 dans le monde. C'est la peur des migales ? Non, ni des serpents. C'est la peur de parler en public. Et ça, c'est la peur numéro 1 dans le monde. Les gens ont plus peur de ça que... Des études de l'Institut international de la santé ont montré que les gens avaient plus peur de ça que de mourir. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, il faut appeler le croque-mort en avance avant de parler et comme ça, il te fait le cercueil sur mesure au moment où tu parles, quoi. Ou se rapprocher de la Speaking Academy plus tôt, comme ça, c'est une peur en moins dans son système. Grave. Donc la Speaking Academy, c'est quelque part donc pour apaiser cette peur ou carrément même la faire disparaître. Mais alors, est-ce que toi, t'as eu l'idée de créer cette Speaking Academy parce que toi-même, t'avais cette peur ? Je viens d'une famille où la communication n'était pas la force première. J'ai grandi avec des difficultés à communiquer et des exemples de communication qui n'étaient pas toujours très efficaces. Tu sais où tu es. Tu es dans une émission qui s'appelle Psycho Perso. Tu sais que tu vas devoir nous en parler un petit peu plus. Alors, raconte-nous une anecdote ou quelque chose que tu as vécu enfant, ou parce que là, tu nous dis des difficultés de communication. Ça se révélait comment ? J'ai vécu avec des parents qui un jour m'ont dit, après à peu près 30 ans de mariage, qu'ils n'avaient jamais réussi à se dire qu'ils s'aimaient. C'était au moment de leur divorce, bien entendu. Et si je pense à mon enfance, tout le monde aurait pensé que j'avais la famille idéale, la vie idéale, et qu'ils étaient les plus heureux des couples qui existaient. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses et m'a fait me poser beaucoup de questions sur la manière dont nous communiquons dans la sphère personnelle et intime et dans la sphère publique et professionnelle. Après, j'ai eu la chance de faire mes études aux États-Unis. Ou la communication en public, ou prendre la parole, ou présenter des choses devant une audience, est quelque chose de très culturel, qui arrive très tôt dans l'éducation d'un enfant, et donc qui fait des adultes beaucoup plus à l'aise à l'oral. Je suis revenue en France, et j'ai réalisé qu'on avait de grosses lacunes, et de gros blocages. Alors, t'es resté combien de temps aux États-Unis ? C'était de quelle année à quelle année ? Quand tu dis tes études, c'est tes études supérieures ou t'es parti là-bas dès le collège ? Je suis partie à 18 ans, 1 an au pair, pour le plaisir de vivre une aventure un peu différente en ne sachant pas vers quoi diriger mon activité ou ma vie professionnelle. Je suis revenue, j'ai tenté des études en France. De quoi ? De droit. J'en étais sûre. J'ai eu du mal à m'adapter au système, j'ai eu du mal à m'adapter à la culture française et j'ai eu la possibilité de repartir aux États-Unis. Et là, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir lier une activité professionnelle de nounou dans une famille et d'étudiante. Alors, j'étais nounou de jour, étudiante le soir et le week-end et j'ai pu obtenir un diplôme en communication et psychologie avec une approche à l'enseignement, à la communication et à l'interaction avec les autres très très différente. On sait qu'aux États-Unis, communiquer est presque naturel. Communiquer en public est un jeu. Aujourd'hui, je considère que c'est un art, une science et un sport, mais chez eux, c'est un jeu. Et alors, cette étude là, sur la glossophobie, les Américains sont-ils autant atteints par cette peur que d'autres pays ou tu sais pas ? Je pense que ce qui se passe aux États-Unis, c'est que les Américains ont moins peur, même s'ils souffrent. Il y a aussi des gens qui souffrent de glossophobie. Ils en ont moins peur, donc ils le font plus facilement. Et comme ils le font plus facilement, ils ont plus l'occasion de pratiquer. Comme ils pratiquent plus, ils surmontent la difficulté, ils le font. Par contre, ce dont ils ont besoin autant que nous, c'est de connaître les secrets et les outils qui font que ça devient quelque chose d'impactant et d'agréable. Agréable.
Alors, donc tu rentres en France, tu t'aperçois que les Français ont pas mal de lacunes, mais là t'es encore jeune, tu mets pas la Speaking Academy en place tout de suite. Que se passe-t-il pour toi? Que se passe-t-il pour moi? Alors, je reviens en France avec un diplôme en poche dont je suis très très fière en communication et psychologie. Et je suis confrontée tout de suite à mon pays maternel et qui me dit très très clairement et avec très peu de diplomatie que je ne pourrais jamais utiliser ce diplôme en France car il n'a aucune valeur et que de toute façon, si je veux faire de la psychologie, il faut que je recommence des études à zéro. Et si je veux faire de la communication, c'est pareil. Je commence donc à enseigner l'anglais en tant que formatrice professionnelle en entreprise. Et très vite, je me retrouve à faire tout sauf de l'anglais conventionnel, de par ma personnalité et de par mon expérience américaine. Et je propose très vite des formations en anglais pour développer des compétences professionnelles. Comment parler devant une équipe, comment parler avec des collaborateurs internationaux, comment communiquer même si c'est pas parfait. On a un problème, c'est qu'on a tendance à penser en France que si on ne parle pas parfaitement, il ne faut surtout pas parler. Oui, c'est vrai, mais pour beaucoup de choses. Résultat, on ne parle pas assez, on ne pratique pas assez, on est bloqué. Mon travail pendant plusieurs années, presque 10 ans, a été de débloquer les gens psychologiquement pour qu'ils osent communiquer et leur faire comprendre que ça n'avait pas besoin d'être parfait, que ça avait juste besoin d'être efficace. Et très souvent, ça l'est quand on arrête de chercher la perfection. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui ont appris à utiliser des synonymes, à faire des phrases simples, ce qui marche beaucoup mieux avec l'anglais, et qui ont osé se positionner professionnellement avec la compétence d'anglais en plus, plutôt que de dire qu'ils ne pouvaient pas faire leur travail en anglais. Mais alors c'est incroyable. Donc déjà, en fait, dès le départ, t'avais vraiment une double casquette. C'était pas juste prof d'anglais. T'étais prof d'anglais avec une visée déjà vraiment sur la prise de parole. Grâce à mes clients, j'ai pu développer cette vision. Je ne l'avais pas du tout jusqu'à ce que des clients viennent à moi et me disent « Grâce à vous, j'ose. Grâce à vous, je peux. Grâce à vous, j'ai pu faire une présentation à San Francisco devant 200 personnes dans mon domaine d'activité dans lequel je suis expert en français. Mais il y a 6 mois, j'aurais jamais osé le faire en anglais. Vous êtes un superbe coach. » Alors attends, je résume. Grâce à vous, j'ose. Grâce à vous, je peux. Grâce à vous, je réussis. C'est un peu ça. Anne Taupeneau. En toute modestie. Très bien. Donc ça a duré 10 ans. Tout à fait, ça a duré 10 ans. Aujourd'hui, je fais encore de la formation linguistique. J'aime ça, j'aime aider les gens à dépasser leurs blocages, à repousser leurs limites. Mais depuis plusieurs années, je fais partie d'une association qui m'a permis moi-même de développer mes compétences en prise de parole en public, me faire prendre confiance en moi, me faire perdre mes peurs, me permettre de développer les outils qui font la différence quand on s'adresse à une audience, qu'elle soit de 5 personnes ou de 50 ou de 500 personnes. Et j'aime tellement faire ça, j'y prends tellement de plaisir. Je me rends compte que ça nous donne tellement de pouvoir. C'est quand même notre compétence première. On est en exprimant quelque chose, en criant. Parce qu'on a quelque chose à dire dès la naissance. Oui. On le fait en tant qu'enfant et puis on arrête de le faire en tant qu'adulte. On rentre dans un moule où on ne dit que les choses que d'une certaine manière, alors qu'on porte tous en nous un message qu'on a besoin d'exprimer. Et si on ose se rapprocher de ça, on peut vraiment découvrir qui on est et se reconnecter aux autres. Oui, mais quand tu dis qu'on a tous un message qu'on a besoin d'exprimer, tout le monde n'a pas forcément un message qu'il a besoin d'exprimer oralement. Ça peut être en étant musicien, ça peut être en faisant de la sculpture ou je sais pas, ou quelque chose d'autre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui s'expriment merveilleusement bien à travers leur art et qui pourtant sont venus vers moi et m'ont dit « Et pourtant, quand j'ai besoin d'en parler, je perds de l'impact. Je perds de la crédibilité. Je ne sais pas comment parler de ce que je fais. » Donc, on est d'accord que leur force est dans la peinture ou dans la musique. Mais savoir parler simplement et de manière concise, même de ce qu'on fait, qui nous passionne, qui est notre passion, qui est notre... C'est important et c'est possible parce qu'il y a quelques outils qui peuvent nous aider à parler simplement de quelque chose. Ça s'appelle souvent, c'est ce qu'on fait dans l'art du pitch. Comment pitcher un projet, comment pitcher quelque chose. Okay. Alors, avant qu'on aille plus loin dans l'art du pitch, etc., je voudrais revenir un peu au public que ça concerne. Parce que là, tu parles d'artiste, mais par exemple, un comptable, à quelle occasion professionnelle est-ce qu'il va avoir besoin de parler oralement de sa profession ou de ses compétences ? Un comptable peut avoir besoin de parler oralement devant une audience quand, par exemple, il participe à un congrès.
et que son expertise lui demande ou lui permet de gérer peut-être un atelier ou de participer activement. Ça va aussi lui servir le jour où il développe son activité, qu'il ouvre un cabinet, qu'il a une équipe. Parler en public, c'est pas forcément... On n'est pas tous des Barack Obama. Ouais. On a tous besoin de faire passer des messages simples et professionnels. Et même un message hebdomadaire, une réunion hebdomadaire face à son équipe peut avoir beaucoup plus d'impact et peut fédérer une équipe et faire avancer des projets professionnels quand le message est exprimé de manière efficace. Et en plus, je viens de penser à une autre situation. C'est que tout le monde, à un moment donné, a eu un entretien d'embauche, en face à face. Et là, il faut bien, donc, en effet, parler de ce qu'on sait faire. Donc, c'est ça aussi, j'imagine que tu briefes un peu dans la Speaking Academy. Alors ça, c'est le troisième volet de ce que propose la Speaking Academy. C'est comment se vendre face à un recruteur et comment se vendre face à un jury, par exemple, si on est encore étudiant. Face à un recruteur, on est dans une situation de stress. On a l'impression que notre vie dépend des 20 prochaines minutes. Donc, on est déjà dans une situation un peu plus difficile que d'habitude. Et on doit parler de soi. Deuxième énorme difficulté. Se vendre est sûrement la chose la plus difficile pour la plupart des gens. Comment le faire? Comment apprendre à créer un message clair, concis, efficace qui nous permette de mettre en valeur nos forces, d'être authentique avec le recruteur et de lui faire passer les messages qu'il a besoin d'entendre. Un entretien d'embauche est un dialogue de deux personnes qui cherchent à résoudre des difficultés respectives, comment s'entraider dans ce processus. Et ça passe par une communication efficace, concise et impactante. Est-ce que tu veux bien, avant qu'on revienne en fait sur ces 3 fonctions que propose la Speaking Academy, nous reparler un peu de ton association là? Tu veux bien? Avec grand plaisir. Cette association, c'est Toastmasters International. Alors, Toastmaster, ça veut dire le maître du toast, hein, c'est ça? Exactement. Et pour information, ce n'est pas le toast du petit déjeuner. C'est l'art de porter un toast dans une réunion, dans une activité professionnelle, associative ou sociale. Et c'est à chaque fois qu'on dit un discours, c'est ça. Hein. C'est au mariage de votre frère, c'est l'anniversaire. À l'anniversaire de votre grand-père, c'est le jour où un événement important dans votre entreprise se passe et que vous êtes responsable de ce moment qui va laisser une trace dans l'esprit des gens. Toastmasters a 100 ans d'existence. Ah bon? Ça a été créé aux États-Unis, bien entendu, par un homme qui était assez visionnaire. Il était à l'époque directeur des YMCA, d'un YMCA de New York. YMCA était une association pour les jeunes hommes, en particulier à l'époque, chrétienne d'ailleurs, une association chrétienne. Aux États-Unis, le système est très différent et les communautés ont besoin de créer elles-mêmes leurs activités. L'État ne prend pas cela en charge. Et donc, il a réalisé que tous ces jeunes hommes qui étaient très bien éduqués, qui rentraient dans la société, étaient incapables de porter un toast impactant, de prendre la parole pour quelques minutes dans un groupe d'une certaine taille. Il a donc mis en place un programme de formation pour les aider à développer prise de confiance, prise de conscience de leurs forces et capacité à s'exprimer en toute situation. Ce programme existe encore aujourd'hui, 100 ans plus tard. Dans plein de pays. Dans plus de 15... Il y a plus de 15 000 clubs dans le monde, plus de 330 000 membres dans le monde. Répète-nous ça. Plus de 15 000 clubs dans le monde et plus de 330 000 membres. Et il y en a un à Nice. Alors, il y a même 3 clubs dans la région. Il y a un club à Nice qui est bilingue, fortement anglophone. Il y a un club à Villeneuve-Loubet qui est francophone. Et il y a un club à Sophia Antipolis qui est bilingue, français-anglais, 50-50. Et ce sont des lieux idéaux pour s'entraîner régulièrement. C'est une réunion bimensuelle, donc 2 fois par mois. On se retrouve chez Toastmasters pour pratiquer l'art de l'improvisation, l'art du discours et l'art de l'évaluation constructive. La plupart des membres qui se joignent au club viennent parce qu'ils ont besoin de ces compétences dans leur activité professionnelle. Et une fois qu'ils rentrent chez Toastmasters, ils ne veulent jamais repartir. Et donc cette association, elle t'a aidé en quoi pour toi? Elle m'a aidé à prendre conscience de mes forces, prendre confiance en moi, développer mes compétences. Elle m'a aussi mise en contact avec des orateurs impactants qui m'ont vraiment inspirée.
qui m'ont donné envie de faire pareil, qui m'ont donné confiance en me disant que j'avais ce qu'il fallait pour le faire et qui m'ont donné les astuces pour y arriver. Ce que j'aime chez Toastmasters, c'est qu'en y allant 2 fois par mois, on développe des compétences concrètes qu'on peut utiliser tout de suite en entreprise, tout de suite dans son activité professionnelle. Quand après, on veut aller plus vite. Moi, j'ai eu beaucoup de clients qui sont venus à moi parce qu'ils avaient une conférence à donner le mois d'après. Et là, on n'a pas le temps. On a besoin de formation intensive, on a besoin de coaching personnel. Mais Toastmasters est l'endroit idéal pour s'entraîner sur du long terme à développer ses compétences à son rythme. Dans un environnement bienveillant, ce qui est une des forces de Toastmasters. Ça, je l'ai bien entendu et j'espère que les auditeurs aussi l'entendent. Tout à l'heure, tu as bien parlé d'évaluation constructive. Hein. Ça, c'est hyper important. Dans la bienveillance, c'est-à-dire pas dis donc, tu parles du nez, t'as une voix nasillarde, on n'a pas compris ce que t'as dit, ou alors, non, c'est pas ça, quoi. L'art de l'évaluation, c'est pouvoir montrer à une personne ses forces, parce que la plupart d'entre nous sommes très très critiques envers nous-mêmes. On a peur du jugement des autres, mais nous sommes nos propres juges et nous sommes nos pires juges. Mais c'est pour ça qu'on a peur du jugement de l'autre. Ouais. C'est parce que d'abord, nous on juge, donc après on sait qu'on va être jugé. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, les retours sont naturellement constructifs. Pas toujours structurés comme il le faudrait au début, mais naturellement constructifs. Les gens ne sont pas là pour nous faire du mal. Très souvent, ils sont assez bienveillants naturellement. De fois en temps, ils peuvent être maladroits. Mais à Toastmasters, on apprend à donner à la personne les forces qu'elle doit mettre en avant, à travailler grâce à des suggestions ses faiblesses et à prendre confiance pour la fois d'après. On grandit tous grâce aux évaluations constructives, qui est la partie la plus importante de chaque soirée. Et est-ce que tu peux nous partager avec nous une des astuces, par exemple, que tu as apprises grâce à Toastmasters ? Des choses toutes simples, comme par exemple comment garder le contact visuel avec son audience, comment structurer un message concis et efficace, ou comment utiliser son langage corporel. Mais je pense que ce qu'on apprend le plus vite chez Toastmasters, ce qui est super efficace, c'est l'art de l'improvisation. On a rarement l'occasion d'improviser. C'est pas vrai. On improvise tous les jours, toute la vie. Par contre, être mis en situation où pendant 2 minutes, on vous donne un thème, si vous ne faites pas de théâtre, vous ne vous prêtez jamais au jeu, jamais à l'exercice. Chez Toastmasters, chaque soirée commence par une petite séance d'improvisation. Les 3 premières sont traumatisantes, les 3 premières fois. Et à partir de la 4e fois, on commence à s'amuser. La 5e fois, on commence à développer une manière de penser qui fait qu'on a hâte de la 5e fois. Et la 6e fois, on se rend compte qu'on peut gérer n'importe quelle situation. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend vite chez Toastmasters. Je me souviens parce que j'ai assisté à une réunion il y a 1 an. C'était début mai avec les ponts. Je me souviens très bien à Toastmasters de Nice. Et en effet, je me disais pourvu que ce soit pas moi, parce qu'il y a des tirages au sort, non ? La personne qui gère la séance des improvisations est libre de choisir la personne dans l'audience. Mais ça, c'est un beau moment où la glossophobie se manifeste. On la sent partout dans la salle. C'est magnifique à voir quand on sait qu'on va pas être choisi. Ouais. Donc ça, c'était pour Toastmasters. Si on revient un peu à la Speaking Academy. La Speaking Academy, donc tu nous parlais tout à l'heure de 3 fonctions. Tu veux bien nous les répéter, s'il te plaît, et nous dire, alors je crois que là les auditeurs l'ont compris, visiblement, ça peut vraiment s'appliquer à tout type de personnes. Si à un moment donné vous avez une prise de parole en public à avoir, à manifester, Speaking Academy is here. Alors, rappelle-nous un peu ces 3 fonctions, puis on va peut-être un petit peu développer. La Speaking Academy propose 3 grands services. Le premier, c'est comment pitcher. C'est quoi pitcher ? Pitcher, c'est savoir vendre de manière efficace son idée, son projet. Le pitch, c'est une bande-annonce. Ce n'est pas votre film, c'est la bande-annonce de votre projet ou de votre activité. En quelques secondes, peut-être minutes, maximum 2 minutes, si vous avez de la chance, vous en avez 3 ou 5. Comment est-ce que vous donnez envie? Comment est-ce que vous développez? Comment est-ce que vous attisez la curiosité de votre audience? Pour de véritables entrepreneurs, c'est aussi comment est-ce que vous convainquez des investisseurs, des partenaires, des prescripteurs de vous soutenir financièrement, matériellement. Donc c'est un exercice incontournable pour les entrepreneurs, mais qui est de plus en plus demandé pour tous les nouveaux freelances qui se mettent à leur compte et qui doivent commencer à vendre leur activité dans les soirées de networking. Vous avez participé à des soirées de networking. On va faire un tour de table. Vous avez 1 minute pour vous présenter et nous dire ce que vous faites. Ça, c'est un pitch. Oui.
C'est une minute angoissante qui peut être tellement agréable si notre pitch, si notre bande-annonce est bien préparée, est prête. D'ailleurs, pour le pitch, avec 2 partenaires professionnels, nous avons créé un service spécifique parce qu'il y a un nouveau besoin en ce moment. C'est non seulement de savoir pitcher, en quelques minutes être concis, avoir un message clair, efficace, qui donne envie aux gens, mais c'est aussi pouvoir le faire devant une caméra. LinkedIn demande maintenant de proposer son CV sur vidéo. Ah oui, mais en plus, ça fait au moins 5 ou 6 ans qu'il y a de plus en plus de CV vidéo. Hein. Donc là, vraiment, grâce à la Speaking Academy, on sera à la page. Joignez-vous à nous. Venez tester Pitch Studio. Nous vous aidons à créer votre message impactant. Nous vous préparons pour passer devant la caméra parce qu'on peut dire ce qu'on veut. C'est pas naturel pour tout le monde. C'est même naturel pour très peu de monde. Et nous vous proposons une vidéo promotionnelle de votre activité, une vidéo de votre CV, une vidéo du projet que vous avez besoin de vendre, de proposer, de partager. Donc ça, c'est Pitch Studio. C'est la première activité, c'est comment pitcher, comment être concis, faire sa bande-annonce. La deuxième activité, c'est comment parler devant une audience. Devant ou un public. Ça peut être, alors quand je dis audience, c'est vrai que j'englobe tout. Ça peut être dans une conférence professionnelle, parler devant une audience de pairs. Ça peut être pour un artiste, pouvoir parler devant son public. Ça peut être pour un nouveau formateur, un nouveau professeur, comment parler devant une classe. Ça peut être aussi pour un manager. Même si la réunion est hebdomadaire, Et même s'il y a que 5 personnes. et même si de 5 à 50 à 500 personnes, ce sont les mêmes techniques qui font que vous allez garder, que votre audience va vous écouter, que vous allez l'intéresser parce que vous allez la surprendre, parce que vous lui faites un cadeau en parlant en public, parce que vous lui offrez quelque chose et parce que vous savez vous connecter à ses besoins et à qui elle est. J'écoute Anne avec gourmandise parce que si vous saviez à quel point j'ai envie de tout de suite de m'inscrire. Moi, j'ai toujours des invités qui me donnent envie, mais Merci. Non, c'est vrai que c'est une passion, mais c'est aussi quelque chose, je sais, qui peut apporter tellement à chacun de nous, quelles que soient nos activités. Comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit un artiste qui passe régulièrement sur scène, même s'il est forcément plus dans le développement de cette compétence-là, un comptable qui participe à un séminaire national qui maintenant ne sont plus nationaux. Donc, toutes nos activités sont amenées à être donc et d'ailleurs mes services sont en français comme en anglais. Et donc la troisième service, Le troisième service, c'est comment se vendre devant un recruteur. Donc comment passer un entretien de manière efficace, comment se positionner sur l'échiquier de sa carrière. On ne subit plus cet exercice. On apprend à se positionner. C'est pareil. Il faut un message concis et impactant. Il faut un message clé qui nous représente. Il faut une capacité à rebondir face aux questions inattendues. Et il faut une confiance en soi pour oser se vendre. Tout ça, ça se travaille à travers des exercices régulièrement proposés par la Speaking Academy. Est-ce que pour les auditeurs de Psycho-Perso, tu pourrais nous donner une astuce ou un exercice, un petit? Alors, on a tendance à attendre les questions. Oui, c'est vrai. Non, mais je rigole parce que tout le monde ne connaît pas mon activité, mais je suis quand même responsable recrutement, conférencière, donc je les entends, les candidats qui me disent mais je vous écoute. Non, c'est vous qui allez parler, hein, voilà. Donc oui, c'est vrai, le candidat souvent attend les questions. On attend les questions et on se dit j'ai des réponses, c'est moi, c'est facile. Or, moi je recommande toujours 2 choses. La première, avoir un message principal. Prendre quelques secondes pour se dire je veux que cette personne, recruteur ou non, parte avec cette idée-là en tête. Et quelle que soit la question qui vous est posée, votre point de raccrochage, c'est toujours cette idée-là. Je suis quelqu'un de flexible. Il faut qu'ils l'entendent. D'adaptable. Une autre chose sur laquelle je coach la plupart de mes clients, on commence toujours par comment se présenter de manière efficace en moins d'1 minute. Et beaucoup de gens me disent, mais c'est facile. Je dis ce que j'ai fait ces 10 dernières années. Non, ça c'est sur votre CV et le recruteur, il l'a sous les yeux. Par contre, il a besoin en quelques secondes de savoir qui vous êtes, ce qui vous passionne, ce que vous avez réussi, ce que vous voulez faire, bien entendu. Donc il y a 4 étapes qu'on peut préparer, que je prépare avec la plupart de mes clients. Et une fois qu'ils ont cette espèce de petit chemin à parcourir, c'est leur mini bio, mais avec une petite partie personnelle, ça change tout. On a confiance en soi quand on nous dit parlez-nous de vous, la question la plus détestée de tout entretien, et on sait où on va avec. Et on prend le contrôle, et on prend le contrôle dans le sens où on est vraiment proactif dans l'entretien. On n'est pas juste soumis à la situation.
Donc je résume un peu tes astuces. Tu disais, tout à l'heure, tu as déjà parlé du contact visuel. Ça reste valable pour l'entretien. Bien entendu, tu imagines un recruteur qui n'arrive pas à capter les yeux du candidat, il perd 90% de confiance en lui. Le candidat perd toute sa crédibilité, quelles que soient ses compétences techniques. Bien sûr. Donc le contact visuel, tu nous en as parlé tout à l'heure. Ensuite, là, la deuxième astuce, tu disais ne pas attendre les questions, mais peut-être tout de suite embrayer sur ce qu'on veut faire, ce qu'on a. Avoir un message clé, savoir vraiment se poser, tu l'as dit tout à l'heure, et savoir ce que la personne en face de nous a envie, qu'on a envie qu'elle retienne. Et enfin, tu as dit se faire une mini bio, pas forcément reprendre le CV, mais aller un petit peu au-delà, qui nous sommes, ce qu'on aime faire, notre passion, bref, en fait, en gros, ce que j'attends du job. Tout à fait. Et c'est marrant parce que ça, j'appelle ça le blason, notre blason. À une époque, les gens se déplaçaient ou étaient reconnus par leur blason, que ce soit sur leur shield en anglais. Sur leur shield. Shield. La veste, Non, les chevaliers avaient leur le bouclier. Sur leur bouclier, leurs armes de famille en fait. Et dans ces armes de famille, il y avait les valeurs de la famille. Oui. Cette mini bio, c'est la même chose. D'accord. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez réussi? Okay. Quelles sont vos forces? Quel est votre prochain challenge? Où allez-vous? Et si on sait mettre ça en avant, on gagne beaucoup de temps parce qu'on aide le recruteur et on gagne beaucoup de points. Super. Donc ça, c'est un truc qui marche dans toutes les formations. Très bien. Écoute, tu nous as parlé de ces 3 services. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur la Speaking Academy? Oui. La Speaking Academy sera lancée officiellement le 16 mai au C2EI, avenue Simone Veil, au sein des locaux de la CCI. Donc, si vous êtes intéressés, joignez-vous à nous ce soir-là. Ce sera une soirée découverte de ce qu'il se passe à la Speaking Academy et ce que la Speaking Academy peut vous apporter. Et ce sera aussi une soirée rencontre de soi et rencontre avec d'autres personnes. Je pense que tous les domaines d'activité, tous les niveaux hiérarchiques dans les entreprises en ont besoin aujourd'hui. Et ça n'est plus proposé dans les formations habituelles et encore moins pendant le parcours scolaire. Donc, que vous ayez 18 ou 88 ans, joignez-vous à nous le 16 mai au C2EI. C'est quel jour le 16 mai? C'est un mercredi et ce sera de 18h30 à 20h30 dans les locaux du C2EI et ce sera un plaisir de vous accueillir là-bas. Écoute, moi je viens, ça y est. C'est super. Ah ouais, moi je viens parce que ça me parle beaucoup, tu sais, de toute façon qu'on a pas mal de choses en commun dans nos parcours, donc ça me tente vraiment vraiment bien. Un dernier mot où tu as déjà parlé de l'éventail de la Speaking Academy, est-ce que tu as encore autre chose à rajouter ou pas? J'aimerais beaucoup rajouter quelque chose. La Speaking Academy, c'est donc des formations professionnelles concrètes, mais qui ouvrent sur beaucoup d'autres domaines, comme par exemple le leadership, développer son leadership, être capable de gérer différentes personnalités en réunion, être capable de gérer différentes personnalités dans la vie de tous les jours. Et ça, ce sont des services qui découleront plus tard des services fondateurs de la Speaking Academy. De plus, sur le long terme, la Speaking Academy deviendra un lieu où des orateurs impactants, des orateurs inspirants seront visibles. Et c'est là que la Speaking Academy a vraiment un rôle à jouer, c'est qu'aujourd'hui, si on veut rencontrer des orateurs inspirants, il faut aller très loin, il faut participer à des séminaires à Paris. À Nice, il y a de la place pour ça, et il y a des gens fantastiques dans la région, que ce soit local ou international. Ils sont ravis de se déplacer, ils ont eux aussi cette passion pour le message impactant, et ils attendent l'ouverture de la Speaking Academy pour pouvoir venir partager cela avec nous. Donc, sur le long terme, la Speaking Academy sera un lieu de rencontre, d'échange et d'inspiration. Waouh! Mais où dois-je signer que je m'abonnasse? Bon, écoute, c'est vraiment top. On arrive à la fin de l'émission de toute façon. On a une belle actualité le 16 mai. Tu nous as aussi parlé donc de cette association Toastmasters dont tu disais qu'il y avait 3 clubs dans la région. Donc je répète, Villeneuve-Loubet, Nice et Sofia. J'imagine qu'ils ont tous une page Facebook et on peut trouver ça facilement. Je n'ai plus qu'à te souhaiter un bon pitch, un bon entretien. En tout cas,
Vous avez vu, hein, chers auditeurs, c'est un vrai métier parce qu'elle n'a pas bafouillé une seule fois. C'était impeccable, d'une grande fluidité. On sent la pro. Eh bien, longue vie à la Speaking Academy. Et j'espère à bientôt, peut-être pour de nouvelles aventures au sein de Psycho Perso. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci Vanessa. À bientôt, chers auditeurs, et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous. Au revoir. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.